bien bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandre et je vous accueille pour un nouvel épisode du podcast Tête à Texte, donc cette fois sur les lectures de juin. Et contrairement à certains autres épisodes, cette fois je suis à nouveau seul et je vais pouvoir vous parler de trois de mes lectures que j'ai pu parcourir durant ce mois. Et nous allons commencer par Le Père Goriot, donc qui est un livre qui est réputé pour être assez difficile d'accès, surtout si vous l'avez lu jeune avec l'école par exemple. Mais une fois passé la difficulté un petit peu du style de base, je trouve que c'est un livre qui est très intéressant et qui ne fait que s'améliorer du début jusqu'à la fin. Je vais commencer par vous donner un petit résumé pour vous mettre dans l'ambiance et vous remémorer un petit peu l'histoire. Rastignac est un jeune provincial qui cherche à s'insérer dans la société parisienne. Il lui manque les manières et l'argent pour y parvenir. Il côtoie les femmes du monde, mais reste attaché à son voisin de la pension Vauquer, le père Goriot, vieillard malheureux abandonné de ses filles. Vautrin est un forçat évadé et aussi un autre personnage important de l'histoire, qui est animé du même désir de pouvoir. Ils apprennent chacun à leur manière les complicités et les alliances indispensables dans une société gouvernée par les intérêts. Seule figure du désintéressement, le père Goriot vaincu par son amour paternel, et madame de Beauséant abandonnée du tout Paris. La passion bout dans cette maison comme dans une cocotte minute, les pages se tournent toutes seules, c'est que chaque palier de la pension Vauquer est devenu un étage de ce que Balzac vient de concevoir, la comédie humaine. Donc oui, la comédie humaine, c'est une part vraiment très importante de l'œuvre de Balzac, où il s'évertue à essayer de dépeindre la société dans laquelle il vivait via des archétypes qu'il met en scène dans ses romans de différentes castes de la société. Ce qui est très intéressant, c'est le premier ouvrage de la comédie humaine que je lis avec autant d'attention. Et c'est un des plus importants, il me semble, surtout que le personnage Eugène de Rastignac revient dans différents romans de la comédie humaine. Ce qui fait que mon appréciation du personnage est un petit peu biaisée vu que je n'ai pas vu dans les autres œuvres et que la vision que je m'en fais est, d'après ce que j'ai pu voir, beaucoup déformée dans les œuvres suivantes. Mais justement, en ce qui concerne les personnages, je vais vous lire un long extrait mais qui pourra vous donner un petit peu l'idée à la fois du style et vous décrire un petit peu la galerie des personnages qui composent ce roman. Deux figures y formaient un contraste frappant avec la masse des pensionnaires et des habitués, quoique mademoiselle Victorine Taillefer eût une blancheur maladive semblable à celle des jeunes filles attaquées de chlorose, et qu'elle se rattacha à la souffrance générale qui faisait le fond de ce tableau par une tristesse habituelle, par une constance gênée, par un air pauvre et grêle. Néanmoins son visage n'était pas vieux, ses mouvements et sa voix étaient agiles. Ce jeune malheur ressemblait à un arbuste aux feuilles jaunies, fraîchement planté dans un terrain contraire. Sa physionomie roussâtre, ses cheveux d'un blond fauve, sa taille trop mince exprimaient cette grâce que les poètes modernes trouvaient aux statuettes du Moyen Âge. Ses yeux gris mélangés de noir exprimaient une douceur, une résignation chrétienne. Ses vêtements simples, peu coûteux, trahissaient des formes jeunes. Elle était jolie par juxtaposition. Heureuse, elle eût été ravissante. Le bonheur est la poésie des femmes, comme la toilette en est le phare. Si la joie d'un bal eût reflété ses teintes rosées sur ce visage pâle, si les douceurs d'une vie élégante eussent vermillonné ses joues déjà légèrement creusées, si l'amour eût ranimé ses yeux tristes, Victorine aurait pu lutter avec les plus belles jeunes filles. Il lui manquait ce qui crée une seconde fois la femme, les chiffons et les billets doux. Son histoire eût fourni le sujet d'un livre, son père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître, refusait de la garder près de lui, ne lui accordait que 600 francs par an, et avait dénaturé sa fortune afin de pouvoir la transmettre en entier à son fils, parente éloignée de la mère de Victorine, qui jadis était venue mourir de désespoir chez elle. Madame Couture prenait soin de l'orpheline comme de son enfant. Malheureusement, la veuve du commissaire ordonnateur des armées de la République ne possédait rien au monde que son douaire et sa pension. Elle pouvait laisser un jour cette pauvre fille sans expérience et sans ressources à la merci du monde. La bonne femme menait Victorine à la messe tous les dimanches, à confesse tous les 15 jours, afin d'en faire, à tout hasard, une fille pieuse. Elle avait raison. Les sentiments religieux offraient un avenir à cet enfant désavoué qui aimait son père, qui tous les ans s'acheminait chez lui pour y apporter le pardon de sa mère, mais qui tous les ans se cognait contre la porte de la maison paternelle, inexorablement fermée. Son frère, son unique médiateur, ne lui envoyait aucun secours. Elle suppliait Dieu
de dessiller les yeux de son père, d'attendrir le cœur de son frère et prier pour eux sans les accuser. Madame Couture et Madame Vauquer ne trouvaient pas assez de mots dans le dictionnaire des injures pour qualifier cette conduite barbare. Quand elle maudissait ce millionnaire infâme, Victorine faisait entendre de douces paroles, semblables au chant du ramier blessé dont le cri de douleur exprime encore l'amour. Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional, le teint blanc, les cheveux noirs, les yeux bleus, sa tournure, ses manières, sa pose habituelle dénotaient le fils d'une famille noble, où l'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût. Si les jours ordinaires, il achevait d'user les vêtements de l'an passé, néanmoins il pouvait sortir quelquefois, mis comme l'est un jeune homme élégant. Ordinairement, il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, la méchante cravate noire flétrie, mal nouée de l'étudiant, un pantalon à l'avenant et des bottes ressemelées. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de 40 ans, à favoris peints, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit « Voilà un fameux gaillard ». Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure, rayée par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Sa voix de basse taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point. Il était obligeant et rieur si quelque serrure allait mal. Il l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée, remontée en disant « ça me connaît ». Il connaissait tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trop, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent à Madame Vauquer et à quelques pensionnaires, mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas le lui rendre. Tant malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution, à la manière dont il lançait un jet de salive et il annonçait un sang-froid imperturbable qui ne devait pas le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position équivoque. Comme un juge sévère, son œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Ses mœurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour toute la soirée et à rentrer vers minuit à l'aide d'un passe-partout que lui avait confié Madame Vauquer. Lui seul jouissait de cette faveur. Donc là, on a la description de quelques personnages très importants du roman. On a, selon moi, une de mes personnages préférés, qui est Victorine Taillefer. C'est une jeune fille qui est assez humble, pieuse, via l'influence de Madame Couture. L'injustice autour de ce personnage, c'est qu'elle est promise un riche héritage, mais que son père, en tant que gros crevard, garde tout pour son fils et ne lui donne rien. Donc une grosse injustice qu'elle vit, et elle passe son temps à essayer d'avoir un petit peu l'attention de son père pour ça. Et c'est vraiment une des rares personnes que je trouve véritablement de bonne foi dans ce livre, et qui dégage une réelle sympathie. Il y a aussi Eugène de Rastignac qui, lui, son trait de caractère principal, c'est l'ambition, et il va être tiraillé pendant tout le livre entre parvenir à ses ambitions par des moyens nobles ou par des moyens qui sont plus désavouables. Et en cela, il va y avoir Vautrin qui est présenté un petit peu comme un filou, un vieux baroudeur, qui a connu vraiment beaucoup de situations et de personnes, et que peu de gens arrivent à véritablement cerner. Maintenant, on va passer à une description un peu plus succincte du personnage de Goriot, qui donne son titre au livre, et qui d'abord est présenté comme une personne bien sous tout rapport, mais qui, pour une raison qui reste assez obscure au début du livre, va commencer à tomber en désuétude et se décrépir. Quand son trousseau fut usé, il acheta du calicot à 14 sous l'aune pour remplacer son beau linge. Ses diamants, sa tabatière d'or, sa chaîne, ses bijoux disparurent un à un. Il avait quitté l'habit bleu barbeau, tout son costume cossu pour porter, été comme hiver, une redingote de drap marron grossier, un gilet en poil de chèvre et un pantalon gris en cuir de laine. Il devint progressivement maigre, ses mollets tombèrent, sa figure bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois se vida démesurément, son front se plissa, sa mâchoire se dessina. Durant la 4e année de son établissement rue Neuve-Sainte-Geneviève, il ne se ressemblait plus. Le bon vermicelier de 62 ans, qui ne paraissait pas en avoir 40, le bourgeois gros et gras, frais de bêtises, dont la tenue aigriarde réjouissait les passants,
qui avec quelque chose de jeune dans le sourire semblait être un septuagénaire hébété, vacillant, blafard. Ses yeux bleus si vivaces prirent des teintes ternes et gris de fer, il avait pâli, ne larmoyait plus, et leur bordure rouge semblait pleurer du sang. Aux uns il faisait horreur, aux autres il faisait pitié. J'aime beaucoup cette dernière phrase qui résume parfaitement l'allure que semble avoir dorénavant le père Goriot. Maintenant, je vais passer un petit peu à la rencontre entre Madame de Beauséant, qui est une membre de la famille de Eugène, mais qui, elle, contrairement à lui, est bien vue dans la société parisienne, mais qui vit de grosses difficultés qui vont l'impacter jusqu'à la fin du roman. Et justement, elle va prendre sous son aile Eugène. Et ce passage explicite très clairement la mentalité du personnage que je trouve très intéressante aussi. Eh bien, monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l'être. Vous voulez parvenir, je vous aiderai. Vous sonderez combien est profonde la corruption féminine, vous toiserez la largeur de la misérable vanité des hommes, quoique j'ai bien lu dans ce livre du monde, il y avait des pages qui, cependant, m'étaient inconnues. Maintenant je sais tout, plus froidement vous calculerez, plus avant vous irez. Frappez sans pitié, vous serez craint. N'acceptez les hommes et les femmes que comme les chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais. Vous arriverez aussi au fait de vos désirs. Voyez-vous, vous ne serez rien ici si vous n'avez pas une femme qui s'intéresse à vous. Il vous la faut jeune, riche, élégante. Mais si vous en avez un sentiment vrai, cachez-le comme un trésor. Ne le laissez jamais soupçonner, vous seriez perdu. Vous ne seriez plus le bourreau, vous deviendriez la victime. Si jamais vous aimiez, gardez bien votre secret, ne le livrez pas avant d'avoir bien su à qui vous ouvrirez votre cœur. Pour préserver par avance cet amour qui n'existe pas encore, apprenez à vous méfier de ce monde-ci. Écoutez-moi, Miguel. Elle se trompait naïvement de nom sans s'en apercevoir. Il existe quelque chose de plus épouvantable que ne l'est l'abandon du père par ses deux filles qui le voudraient mort. C'est la rivalité des deux sœurs entre elles. Resto a de la naissance, sa femme a été adoptée, elle a été présentée, mais sa sœur, sa riche sœur, la belle dame Delphine de Nucingen, femme d'un homme d'argent, meurt de chagrin. La jalousie la dévore, elle est à 100 lieues de sa sœur n'est plus sa sœur, ces deux femmes se renient entre elles comme elles renient leur père. Aussi madame de Nucingen l'apprête-t-elle toute la boue qu'il y a entre la rue Saint-Lazare et la rue de Grenelle pour entrer dans mon salon. Elle a cru que de Marsay la ferait arriver à son but, mais elle s'est faite l'esclave de Marsay. Elle assomme de Marsay. De Marsay se soucie fort peu d'elle. Si vous me la présentez, vous serez son Benjamin. Elle vous adorera. Aimez-la, si vous pouvez après. Sinon servez-vous d'elle. Je la verrai une ou deux fois, en grande soirée, quand il y aura cohue, mais je ne la recevrai jamais le matin, je la saluerai, cela suffira. Vous, vous êtes fermé la porte de la comtesse pour avoir prononcé le nom du père Goriot. Oui, mon cher, vous irez 20 fois chez madame de Restaud. 20 fois vous la trouverez absente. Vous avez été consigné, eh bien, que le père Goriot vous introduise près de madame Delphine de Nucingen. La belle madame de Nucingen sera pour vous une enseigne. Soyez l'homme qu'elle distingue. Les femmes raffoleront de vous, ses rivales, ses amis, ses meilleurs amis, voudront vous enlever à elle. Il y a des femmes qui aiment l'homme déjà choisi par une autre, comme il y a de pauvres bourgeoises qui, en prenant nos chapeaux, espèrent avoir nos manières. Vous aurez des succès à Paris, le succès est tout. C'est la clé du pouvoir. Si les femmes vous trouvent de l'esprit, du talent, les hommes le croiront, si vous ne les détrompez pas. Vous pourrez alors tout vouloir. Vous aurez le pied partout. Vous saurez alors ce qu'est le monde. Une réunion de dupes et de fripons. Ne soyez ni parmi les uns ni parmi les autres. Je vous donne mon nom comme un fil d'Ariane pour entrer dans ce labyrinthe, ne le compromettez pas, dit-elle en recourbant son cou et jetant un regard de reine à l'étudiant. Rendez-le-moi blanc, allez laissez-moi, nous autres femmes, nous avons aussi nos batailles à livrer. J'aime beaucoup ce passage parce qu'elle explicite en même temps quelque chose qui était déjà bien mis en place par le passé, c'est-à-dire que j'ai décrit tout à l'heure que le père Goriot était tombé en décrépitude parce qu'il perdait son argent petit à petit. Et on comprend pourquoi ici. C'est parce que ces deux filles qui vivent dans le luxe et l'opulence ne peuvent maintenir leur luxe que par l'argent qu'elles lui extorquent, mais en y mettant les formes. Et en fait, ces deux sœurs-là ne peuvent plus se voir en peinture parce qu'elles ont des styles de vie tout à fait différents. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure du livre
qu'elles vivent à la botte de leur mari et que leur père est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour maintenir leur liberté monétaire, si on peut dire les choses comme ça. Et quelque chose d'intéressant aussi dans ce passage, c'est que Madame de Beauséant donne son nom vraiment comme un passe-partout pour Eugène afin de se frayer un chemin dans la société noble de Paris. Et justement, après ce passage, arrive la révélation auprès de la pension Vauquer, donc faite par Eugène de Rastignac concernant la filiation entre le père Goriot et les deux jeunes filles, alors que tout le monde pensait que Goriot et les filles qu'il voyait de temps en temps, c'était pas ses filles, mais des prostituées qu'il engageait. Parce que juste, il ne pouvait pas concevoir que le père Goriot, étant pauvre comme il est, pouvait avoir des dames de si bonne compagnie comme étant ses filles. Et ce passage est très intéressant aussi. Vous êtes de mauvaise humeur parce que vous n'avez peut-être pas réussi auprès de la belle comtesse de Restaud. Elle m'a fermé sa porte pour lui avoir dit que son père mangeait à notre table, s'écria Rastignac. Tous les convives s'entre-regardèrent. Le père Goriot baissa les yeux et se retourna pour les essuyer. Vous m'avez jeté du tabac dans l'œil, dit-il à son voisin. Qui vexera le père Goriot s'attaquera désormais à moi, répondit Eugène en regardant le voisin de l'ancien vermicelier. Il vaut mieux que nous tous. Je ne parle pas des dames, dit-il en se retournant vers mademoiselle Taillefer. Cette phrase fut un dénouement. Eugène l'avait prononcée d'un air qui imposa silence aux convives. Votre un seul lui dit en goguenardant. Pour prendre le père Goriot à votre compte et vous établir son éditeur responsable, il faut savoir bien tenir une épée et bien tirer le pistolet. Ainsi ferai-je, dit Eugène. Vous êtes donc entré en campagne aujourd'hui. Peut-être, répondit Rastignac. Mais je ne dois compte de mes affaires à personne, attendu que je ne cherche pas à deviner celles que les autres font la nuit. Vautrin regarda Rastignac de travers. Mon petit, comme on ne veut pas être dupe des marionnettes, il faut entrer tout à fait dans la baraque, et ne pas se contenter de regarder par les trous de la tapisserie. Assez causé, ajouta-t-il, en voyant Eugène près de ce gendarme. Nous aurons ensemble un petit bout de conversation quand vous le voudrez. Le dîner devint sombre et froid. Le père Goriot, absorbé par la profonde douleur que lui avait causée la phrase de l'étudiant, ne comprit pas que les dispositions des esprits étaient changées à son égard et qu'un jeune homme, en état d'imposer silence à la persécution, avait pris sa défense. Monsieur Goriot, dit madame Vauquer à voix basse, serait donc le père d'une comtesse à cette heure et d'une baronne, lui répliqua Rastignac. Il n'a que ça à faire, dit Bianchon à Rastignac. Je lui ai pris la tête, il n'y a qu'une bosse, celle de la paternité, ce serait un père éternel. Eugène était trop sérieux pour que la plaisanterie de Bianchon le fît rire. Il voulait profiter des conseils de madame de Beauséant et se demandait où et comment il se procurerait de l'argent. Il devint soucieux en voyant les savanes du monde qui se déroulaient à ses yeux, à la fois vides et pleines. Chacun le laissa seul dans la salle à manger quand le dîner fut fini. Vous avez donc vu ma fille, lui dit Goriot d'une voix émue. Réveillé de sa méditation par le bonhomme, Eugène lui prit la main et le contemplant avec une sorte d'attendrissement. Vous êtes un brave et digne homme, répondit-il. Nous causerons de vos filles plus tard. Et pour continuer sur la thématique de l'argent qui est vraiment partout dans ce livre, on va voir que Eugène reprend un petit peu à contre-cœur la stratégie des filles de Goriot en demandant lui-même de l'argent à sa propre famille alors que il croule pas sous l'argent non plus. Mais je trouve que quelque chose qui passe à la trappe dans beaucoup d'analyses du livre, c'est que dès que Eugène a réussi à se refaire, eh bien il renvoie de l'argent à sa famille après leur en avoir demandé. Et je trouve que c'est un détail très important à retenir. Quand Eugène eut achevé cette lettre, il était en pleurs, il pensait au père Goriot tordant son vermeil et le vendant pour aller payer la lettre de change de sa fille. Ta mère a tordu ses bijoux, se disait-il. Ta tante a pleuré sans doute en vendant quelques-unes de ses reliques. De quel droit maudirais-tu Anastasie? Tu viens d'imiter pour l'égoïsme de ton avenir ce qu'elle a fait pour son amant. Qui d'elle ou de toi vaut mieux? L'étudiant se sentit les entrailles rongées par une sensation de chaleur intolérable. Il voulait renoncer au monde. Il voulait ne pas prendre cet argent. Il éprouva ces nobles et beaux remords secrets dont le mérite est rarement apprécié par les hommes quand ils jugent leurs semblables, et qui font souvent absoudre par les anges du ciel le criminel condamné par les juristes de la terre. Rastignac ouvrit la lettre de sa sœur dont les expressions innocemment gracieuses lui rafraîchirent le cœur. Donc voilà, on voit que Eugène de Rastignac, là, il est vraiment aux prises
avec les manières de trouver de l'argent. Et là va venir le gros dilemme du livre qui va être proposé par Vautrin, qui va donc lui proposer une manière de se faire de l'argent rapidement, mais en se salissant les mains. Donc je vais vous lire l'extrait où il propose ce dilemme pour que vous fassiez une idée du choix auquel va être confronté Eugène. Ah, nous y voilà. Encore 2 mots, dit Vautrin, et tout s'éclaircira. Le père Taillefer est un vieux coquin qui passe pour avoir assassiné l'un de ses amis pendant la Révolution. C'est un de ces gaillards qui ont de l'indépendance dans les opinions. Il est banquier, principal associé de la maison Frédéric Taillefer et compagnie. Il a un fils unique auquel il veut laisser son bien, au détriment de Victorine. Moi, je n'aime pas ces injustices-là. Je suis comme Don Quichotte. J'aime apprendre la défense du faible contre le fort. Si la volonté de Dieu était de lui retirer son fils, Taillefer reprendrait sa fille. Il voudrait un héritier quelconque, une bêtise qui est dans la nature, et il ne peut plus avoir d'enfant, je le sais. Victorine est douce et gentille. Elle aura bientôt entortillé son père, et le fera tourner comme une toupie d'Allemagne avec le fouet du sentiment. Elle sera trop sensible à votre amour pour vous oublier. Vous l'épouserez. Moi, je me charge du rôle de la Providence. Je ferai vouloir le bon Dieu. J'ai un ami pour qui je me suis dévoué, un colonel de l'armée de la Loire, qui vient d'être employé dans la garde royale. Il écoute mes avis, et s'est fait ultra-royaliste. Ce n'est pas un de ces imbéciles qui tiennent à leurs opinions. Si j'ai encore un conseil à vous donner, mon ange, c'est de ne pas plus tenir à vos opinions qu'à vos paroles. Quand on vous les demandera, vendez-les. Un homme qui se vante de ne jamais changer d'opinion est un homme qui se charge d'aller toujours en ligne droite à un niais qui croit à l'infaillibilité. Il n'y a pas de principe, il n'y a que des événements. Il n'y a pas de loi, il n'y a que des circonstances. L'homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire. S'il y avait des principes et des lois fixes, les peuples n'en changeraient pas comme nous changeons de chemise. L'homme n'a pas tenu d'être plus sage que toute une nation. J'aurais une opinion inébranlable le jour où j'aurais rencontré 3 têtes d'accord sur l'emploi d'un principe, et j'attendrai longtemps. L'on ne trouve pas dans les tribunaux 3 juges qui aient le même avis sur un article de la loi. Je reviens à mon homme. Il remettrait Jésus-Christ en croix si je lui disais. Sur un seul mot de son papa Vautrin. Il cherchera querelle à ce drôle qui n'envoie pas seulement 100 sous à sa pauvre sœur, et ici, Vautrin se leva, se mit en garde, et fit le mouvement d'un maître d'armes qui se fend. Et à l'ombre, ajouta-t-il. Donc voilà le marché que propose Vautrin. En gros, il demande à Eugène que lui, il passe un message à un de ses hommes pour qu'il défie le fils du père Taillefer en duel, qui est donc son héritier principal. Donc, résultat du duel, le gars devrait mourir, et donc Victorine deviendrait l'héritière légitime de toute la fortune des Taillefer. Donc suffirait à Eugène de séduire Victorine pour ensuite devenir son époux et hériter de facto de sa fortune. Et tout ça sans même que Eugène ait à se salir de lui-même les mains. Donc ce serait plus Vautrin et son acolyte qui feraient le sale boulot et lui en récolterait tous les lauriers, ce en quoi Vautrin aurait comme avantage de percevoir une petite part de la fortune des Taillefer pour partir en Amérique et faire sa propre fortune là-bas. Ce qui en vrai, mis à part si on enlève toute la thématique du meurtre, c'est un deal qui est ultra profitable à Eugène. Et le plus tragique dans cette histoire, c'est que, à mon sens, si il n'y avait pas toute cette affaire de meurtre autour du deal que propose Vautrin, eh ben pour moi, Victorine, c'est une personne avec qui j'aurais bien vu Eugène finir l'histoire avec elle comme épouse. Parce que déjà, ils sont très mignons ensemble, le peu de temps qu'ils passent ensemble. Et Victorine, c'est juste un ange, en fait, pour moi, de mon point de vue, dans ce livre. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et pour l'illustrer, je vais vous donner un petit dialogue entre eux que je trouve très représentatif de ce que Victorine pourrait apporter si elle était devenue la femme d'Eugène. Auriez-vous des chagrins, monsieur Eugène lui dit Victorine après un moment de silence. Quel homme n'a pas ses chagrins répondit Rastignac. Si nous étions sûrs, nous autres jeunes gens, d'être bien aimés, avec un dévouement qui nous récompensa des sacrifices que nous sommes toujours disposés à faire, nous n'aurions peut-être jamais de chagrin. Mademoiselle Taillefer lui jeta pour toute réponse un regard qui n'était pas équivoque.
Vous, mademoiselle, vous vous croyez sûre de votre cœur aujourd'hui, mais répondriez-vous de ne jamais changer? Un sourire vint errer sur les lèvres de la pauvre fille comme un rayon jaillit de son âme, et fit si bien reluire sa figure que Jeanne fut effrayée d'avoir provoqué une aussi vive explosion de sentiments. Quoi? Si demain vous étiez riche et heureuse, si une immense fortune vous tombait des nues, vous aimeriez encore le jeune homme pauvre qui vous aurait plu durant vos jours de détresse? Elle fit un joli signe de tête. Donc voilà, une relation que je trouve vraiment très mignonne entre eux deux. Alors je vais faire un saut pour aller jusqu'à la fin du roman. Et donc je vais vous sauter un petit peu les passages qui pourraient être spoilants pour la suite. Sachez que ben, malheureusement Vautrin et Victorine, qui sont deux des personnages les plus intéressants du livre selon moi, passent à la trappe après un certain passage. Donc le dernier tiers du roman est quasiment absent de ces deux personnages. Et on va beaucoup se centrer sur l'agonie du père Goriot qui va mourir à la fin de cette œuvre-là. Et je vous passe les détails sur comment il en arrive à ce moment-là. Et on questionne ici la relation qu'il a avec ses propres filles, où on voit sur son lit de mort ce qu'il en pense vraiment ou en tout cas ce qu'il refuse de s'admettre lui-même en temps normal. Si elles ne viennent pas, répéta le vieillard en sanglotant. Mais je serai mort, mort dans un accès de rage, la rage me gagne. En ce moment je vois ma vie entière, je suis dupe, elles ne m'aiment pas, elles ne m'ont jamais aimé, cela est clair. Si elles ne sont pas venues, elles ne viendront pas. Plus elles auront tardé, moins elles se décideront à me faire cette joie. Je les connais. Elles n'ont jamais rien su deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Elles ne devineront pas plus ma mort. Elles ne sont seulement pas dans le secret de ma tendresse. Oui, je les vois pour elles. L'habitude de m'ouvrir les entrailles, à ôter du prix à tout ce que je faisais. Elles auraient demandé à me crever les yeux, je leur aurais dit crevez-les. Je suis trop bête. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Leurs enfants me vengeront. Mais c'est dans leur intérêt de venir ici. Prévenez-les donc qu'elles compromettent leur agonie. Elles commettent tous les crimes en un seul. Mais allez donc, dites-leur que de ne pas venir c'est un parricide. Elles en ont assez commis, sans ajouter celui-là. Criez donc comme moi. Hé, Nasie, hé, Delphine, venez à votre père qui a été si bon pour vous et qui souffre. Rien, personne, mourrai-je donc comme un chien? Voilà ma récompense, l'abandon. Ce sont des infâmes, des scélérates. Je les abomine, je les maudis. Je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudir, car enfin, mes amis, ai-je tort? Elles se conduisent bien mal, hein? Qu'est-ce que je dis? Ne m'avez-vous pas averti que Delphine est là? C'est la meilleure des deux. Vous êtes mon fils, Eugène, vous. Aimez-la. Soyez un père pour elle. D'autres est bien malheureuse. Et leur fortune. Oh mon Dieu, j'expire, je souffre un peu trop. Coupez-moi la tête, laissez-moi seulement le cœur. Christophe, allez chercher Bianchon, s'écria Eugène, épouvanté du caractère que prenaient les plaintes et les cris du vieillard, et ramenez-moi un cabriolet. Je vais aller chercher vos filles, mon bon père Goriot. Je vous les ramènerai. De force, demandez la garde, la ligne, tout. Tout, dit-il, en jetant à Eugène un dernier regard où brilla la raison. Dites au gouvernement, au procureur du roi, qu'on me les amène. Je le veux. Mais vous les avez maudites. Qui est-ce qui a dit cela? Répondit le vieillard stupéfait. Vous savez bien que je les aime, je les adore. Je suis guéri si je les vois. Allez, mon bon voisin, mon cher enfant. Allez, vous êtes bon, vous. Je voudrais vous remercier, mais je n'ai rien à vous donner que les bénédictions d'un mourant. Ah, je voudrais au moins voir Delphine pour lui dire de m'acquitter envers vous. Si l'autre ne peut pas, amenez-moi celle-là. Dites-lui que vous ne l'aimerez plus si elle ne veut pas venir. Elle vous aime tant qu'elle viendra. À boire les entrailles me brûlent. Mettez-moi quelque chose sur la tête. La main de mes filles, ça me sauverait. Je le sens, mon Dieu, qui refera leur fortune si je m'en vais? Je veux aller à Odessa pour aller à Odessa y faire des pâtes. Donc là, on voit le père Goriot qui, dans son agonie, est complètement en train de délirer. En fait, au fond de lui, il sait que ses filles n'ont d'intérêt pour lui que par son argent. Et il a une rancune envers elles par rapport à ça. Mais son amour paternel était tellement puissant qu'il refoulait cette rancune envers elles parce que c'est leur père et il se devait de faire leur bonheur. Et on comprend aussi que le père Goriot, en les gâtant toute sa vie, en a fait vraiment des pourris gâtés et qu'elle ne mesurait pas vraiment tous les efforts qu'il a sacrifiés pour leur venir en aide. Et donc là, il y a eu ce passage de haine envers ses propres filles,
mais son amour paternel est tellement fort qu'il refoule ça même sur son lit de mort, juste pour essayer de revoir ses filles une dernière fois et essayer ainsi d'avoir une dernière vision de bonheur pour quitter ce monde. Je vais ensuite passer à la toute fin du roman, que j'ai interprété à ma façon, mais qui, de ce que j'ai compris, donc comme j'ai pu l'expliciter un petit peu avant dans le roman, est complètement contredit par les livres qui suivent dans la comédie humaine. Donc je vous lis ça. Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché le long des deux rives de la Seine où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides. Là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer, il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait, par avance, en pomper le miel, et dit ces mots grandioses à nous deux maintenant. Alors, pour mon interprétation personnelle, je voyais dans ces derniers mots le fait que, après avoir dit au revoir au père Goriot, et bien Rastignac se disait je vais venger Goriot en me frayant une place dans la société, en gardant son souvenir de façon noble et pure. Mais de ce qui m'a été rapporté, et peut-être dans ce que je vais lire si jamais je lis d'autres livres de la comédie humaine, c'est que Eugène, à cet instant-là, Goriot à peine enterré, il se dit ouais bon bah allez, on passe à autre chose, maintenant l'argent, les titres et les femmes. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse, bon maintenant Goriot est mort, moins c'est triste, allez on passe à autre chose. Donc un message assez cynique sur la société de l'époque de Balzac, et j'avoue que j'avais un œil un petit peu plus optimiste à ce niveau-là. On va pouvoir passer au deuxième livre à traiter qui sera bien plus rapide que le précédent. C'est un petit livre pour enfants dans lequel je me suis replongé, donc c'est une relecture. C'est Qui m'a regardé grandir de Valérie Grillet, qui me semble assez difficile à trouver, mais il est une de mes sources d'inspiration pour un petit conte qui sortira dans le livre que je prépare en ce moment. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Qui m'a regardé grandir, moi dit le mulot, de mon trou bien chaud, je t'ai regardé grandir. Donc ça c'est un extrait du livre. Donc c'est un livre qui est vraiment très très court. Oui, 27 pages au total. Et encore c'est des pages de livres pour enfants. Donc ce que je vous ai, le petit extrait que je vous ai dit là, c'est l'équivalent d'une page qui est illustré avec de très belles illustrations. Et en gros, ça raconte la vie d'un arbre avec différents observateurs, que ce soit des plantes, des animaux ou les éléments. Et c'est assez poétique et charmant comme un petit conte pour enfants. Donc je vous lis le reste de la quatrième de couverture et ça conclura mon analyse du livre. Une randonnée au rythme joyeux à dire comme une comptine. C'est vraiment un petit livre. Si jamais vous le croisez et que vous êtes des parents d'enfants, je vous le conseille. Ça peut être un petit divertissement très sympathique pour eux. Et maintenant, un autre gros morceau avec le deuxième classique que j'ai lu lors de ce mois, qui est vraiment un pilier de la science-fiction et, pour être plus précis, du roman d'anticipation et de la dystopie, donc notamment aux côtés de Le meilleur des mondes et de 1984. 1984 que j'ai lu mais que je n'ai pas traité dans ce podcast, mais ça arrivera peut-être un jour si je le relis. Je parle de Fahrenheit 451, et ce n'est peut-être pas le meilleur livre que j'ai pu traiter dans ce podcast, et encore c'est débattable, mais pour moi, de par les thématiques que ce livre couvre, c'est sans doute le livre le plus important et celui que je vous recommanderais le plus de lire parmi tous ceux qui sont déjà passés dans ce podcast. Je vous lis la quatrième de couverture pour vous faire une idée. 451 degrés Fahrenheit représente la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. C'est d'ailleurs, je trouve, un nom de livre ultra stylé de par l'origine qui en est faite juste ici. Et une anecdote très connue par rapport à cet ouvrage. Dans cette société future où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial,
Un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif. Le pompier Montag, je le dis avec l'accent allemand comme ça parce que Montag ça veut dire lundi en allemand. C'est une blague qui me fera vraiment toujours rire. Donc le pompier Montag se met pourtant à rêver d'un monde différent qui ne bannirait pas la littérature imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel impitoyablement pourchassé par une société qui désavoue son passé. Et je vais vous lire l'Incipit, qui est d'ailleurs parmi les Incipits les plus connus et marquants de la littérature moderne. Je le sais parce que lors de mes études, j'ai eu l'occasion de l'étudier. Et je confirme que ça met dans le bain tout de suite, avec le thème du feu, qui est exploré de diverses façons et qui bien souvent est un thème qui ne me laisse pas indifférent et c'est loin de ne pas être le cas ici. Le plaisir d'incendier, quel plaisir extraordinaire, c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et se transformer. Les poings serrés sur l'embout de cuivre armé de ce python géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde, il sentait le sang battre à ses tempes, et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre, dirigeant toutes les symphonies en feu majeur pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l'histoire. Son casque symbolique numéroté 451 sur sa tête massive, une flamme orange dans les yeux, à la pensée de ce qui allait se produire, il actionna l'igniteur d'une chiquenaude et la maison décolla dans un feu vorace qui embrasa le ciel du soir de rouge, de jaune et de noir. Comme à la parade, il avança dans une nuée de lucioles. Il aurait surtout voulu, conformément à la vieille plaisanterie, plonger dans le brasier une boule de guimauve piquée au bout d'un bâton, tandis que les livres, comme autant de pigeons battant des ailes, mouraient sur le seuil et la pelouse de la maison, tandis que les livres s'envolaient en tourbillons d'étincelles avant d'être emportés par un vent noir de suie. Montag arbora le sourire féroce de tous les hommes roussis et repoussés par les flammes. Ouais, bon, alors c'est un peu marquant comme extrait, je dirais, quand même. Et ce qui est tout aussi marquant, c'est la rencontre entre Montag et une fille qui va complètement chambouler sa vision du monde, que ce soit sur la société, sur les livres, sur son statut de pompier et sur son propre bonheur, c'est-à-dire Clarisse, qui est un personnage d'une candeur qui déteint beaucoup dans ce monde dystopique et qui disparaît assez tôt dans le récit. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est plus ou moins corrigée dans les adaptations cinématographiques, mais cette absence brute et soudaine montre un petit peu la cruauté de ce monde dystopique de Fahrenheit 451. Donc je vous lis pas toute la rencontre, mais vraiment le tout début. Vous permettez que je vous pose une question, dit alors Clarisse McClellan. Depuis combien de temps êtes-vous pompier? Depuis l'âge de 20 ans. Ça fait 10 ans. Vous arrive-t-il de lire les livres que vous brûlez? Il éclata de rire. C'est contre la loi. Ah oui, c'est vrai. C'est un chouette boulot. Le lundi, brûle Millet, le mercredi, Whitman, le vendredi, Faulkner. Réduis-les en cendres, et puis brûle les cendres. C'est notre slogan officiel. Ils firent quelques mètres, et la jeune fille demanda: C'est vrai qu'autrefois les pompiers éteignaient le feu au lieu de les allumer? Non, les maisons ont toujours été ignifugées, croyez-moi. Bizarre. J'ai entendu dire qu'autrefois il était courant que les maisons prennent feu par accident, et qu'on avait besoin de pompiers pour éteindre les incendies. Il s'exclaffa. Elle lui jeta un bref coup d'œil. Pourquoi riez-vous? Je ne sais pas. Se remit à rire et s'arrêta. Pourquoi cette question? Vous voyez, quand je n'ai rien dit de drôle, et vous répondez tout de suite, vous ne prenez jamais le temps de réfléchir à la question que je vous ai posée. Il s'arrêta de marcher. Vous alors, vous êtes un sacré numéro, dit-il en la dévisageant. Vous ne savez donc pas ce qu'est le respect? Je ne cherche pas à vous insulter. C'est simplement que j'aime un peu trop observer les gens, je crois. Et ça ne vous dit rien? Il tapota le 451 cousu sur sa manche couleur de charbon. Si, murmura-t-elle. Elle pressa le pas. Avez-vous déjà regardé les jet-cars foncer sur les boulevards par là-bas? Changez de sujet. Il m'arrive de penser que les conducteurs ne savent pas ce que c'est que l'herbe, les fleurs, parce qu'ils ne laissent jamais leurs yeux s'attarder dessus. Prenez un conducteur et montrez-lui le flou qui l'entoure. Si c'est vert, il dira: Tiens, voilà de l'herbe. Si c'est rose,
Voilà un jardin de roses. Les taches blanches, ce sont des maisons. Les marrons, des vaches. Un jour, mon oncle s'est avisé de conduire lentement sur une autoroute. Il roulait à 70 à l'heure. Il a eu droit à 2 jours de prison. C'est drôle, non? Et triste aussi, vous ne trouvez pas? Vous pensez trop, dit Montag mal à l'aise. Je regarde rarement les murs écrans, et je ne vais guère aux courses ou dans les parcs d'attractions. Alors j'ai beaucoup de temps à consacrer aux idées biscornues, je crois. Vous avez vu les panneaux d'affichage de 60 mètres de long en dehors de la ville? Saviez-vous qu'avant ils ne faisaient que 6 mètres de long? Mais avec la vitesse croissante des voitures, il a fallu étirer la publicité pour qu'elle puisse garder son effet. J'ignorais ça, s'exclama Montag avec un rire sec. Alors deux choses que je trouve très intéressantes dans ce dialogue entre les deux, voire même trois, c'est déjà une partie du slogan des pompiers, c'est réduis-les en cendres et puis brûle les cendres. C'est vraiment dans la logique absolue de ne laisser absolument aucune trace, de vraiment saccager toute forme de culture. Ça, c'est une image très forte. Ce qui est aussi fort, c'est de relier le système des pompiers, et donc des pompiers qui là brûlent des livres, avec le symbole de la salamandre. Donc animal, il me semble, emblème de François Ier, si je dis pas trop de bêtises. Et donc qui dans la mythologie, on ne parle pas des salamandres, les amphibiens qu'on peut croiser en forêt, mais bien de la salamandre mythologique, qui est donc un animal euh, qui a pour particularité de se baigner dans le feu. Donc quelque chose de très à propos pour être un symbole pour les pompiers qui brûlent des livres. Et enfin, il y a aussi le fait que j'ai vu à plusieurs reprises dans des critiques, le fait que le monde de Fahrenheit 451, contrairement à 1984, semble peu détaillé, mis à part en ce qui concerne tout le domaine des autodafés et de la littérature et du concept de brûler. Et je trouve que c'est un petit peu injuste, notamment avec ce passage où on voit que Ray Bradbury a un petit peu euh, pré-shot le fait que la société s'accélérait. Donc notamment là, il a pris l'exemple des voitures qui vont à des vitesses pas possibles et où en fait, en ralentissant un petit peu l'allure, il y a l'oncle de Clarisse qui s'est rendu compte que les panneaux faisaient 60 mètres de long. C'est beaucoup trop. Et encore, quand tu regardes sur les autoroutes, les panneaux semblent petits jusqu'à ce que tu te rapproches à un certain point. Mais à mon avis, si tu étais en dessous, ça doit être complètement gigantesque. Donc le fait que la société vive par le divertissement et la rapidité, c'est quelque chose que critique aussi ce livre. Maintenant, je vais passer à la rencontre avec le limier, qui accentue bien le côté vraiment science-fiction de ce livre, et donc qui est une machine très spéciale conçue pour les arrestations des personnes qui sont jugées vraiment suspectes. Et c'est assez terrifiant dans le sens où on s'imagine très bien une machine implacable comme celle-là et où t'as vraiment pas de chance de t'en sortir si tu es pris pour cible. Le limier robot dormait sans vraiment dormir, vivait sans vraiment vivre dans sa niche, qui bourdonnait tout doux, vibrait tout doux, vague halo de lumière dans un coin sombre de la caserne, la chiche lueur d'une heure du matin, le clair de lune qui tombait du morceau de firmament découpé par la grande baie vitrée se reflétait ici et là sur le laiton, le cuivre et l'acier du fauve animés d'un léger frémissement. La lumière jouait sur des parcelles de verre rubis et sur le nylon des poils antennes plantés dans la truffe de la créature qui frissonnait tout doux, tout doux. Ses 8 pattes accoussinaient de caoutchouc repliées sous elle façon araignée. Ouais, clairement pas une machine avec laquelle j'aimerais être confronté. Aussi par rapport au monde dépeint par Fahrenheit 451, là je vais aborder un sujet annexe du roman qui concerne la vision qu'a Ray Bradbury de où pourrait se diriger la dépravation de la jeunesse, qui est là aussi très intéressante et je pense plus à propos qu'on pourrait le croire. Il se sentait à l'aise, euphorique. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'école? Tous les jours je vous vois en train de flâner. Oh, on se passe fort bien de moi. Je suis insociable, paraît-il. Je ne m'intègre pas. C'est vraiment bizarre, je suis très sociable au contraire. Mais tout dépend de ce qu'on entend par sociable, n'est-ce pas? Pour moi, ça veut dire parler de choses et d'autres comme maintenant. Elle fit s'entrechoquer quelques marrons tombés de l'arbre qui se dressait sur l'esplanade. Ou de tout ce que ce monde a d'étrange.
C'est bien de se trouver en compagnie, mais je ne pense pas que ce soit favoriser la sociabilité que de réunir tout un tas de gens et de les empêcher ensuite de parler. Une heure de téléclasse, une heure de basket, de baseball ou de course à pied, encore une heure à copier de l'histoire ou à peindre, et encore du sport. Mais vous savez, on ne pose jamais de questions. En tout cas, la plupart d'entre nous. Les réponses arrivent toutes seules. Bing, bing, bing. Et on reste assis 4 heures de plus à subir le téléprof. Ce n'est pas ma conception de la sociabilité. On n'a là que des entonnoirs dans lesquels on verse de l'eau dont on voudrait nous faire croire que c'est du vin quand elle ressort par le petit bout. On nous abrutit tellement qu'à la fin de la journée, on n'a plus qu'une envie, se coucher ou aller dans un parc d'attractions, bousculer les gens, casser les carreaux, à l'éclateur de vitres ou démolir des bagnoles à l'écrabouilleur de voitures avec la grosse boule en acier. Ou encore sortir en voiture et foncer dans les rues en rasant les lampadaires et en jouant au premier qui se dégonfle et à cogne enjoliveur. Au fond, je dois être ce qu'on m'accuse d'être. Je n'ai pas d'amis. C'est censé prouver que je suis anormal. Mais tous les gens que je connais passent leur temps à brailler, à danser comme des sauvages ou à se taper dessus. Vous avez remarqué à quel point les gens se font du mal aujourd'hui? Pour moi, ça c'est un passage qui fait écho à deux films que j'ai vus. Donc le premier c'est Pinocchio de 1940, le film de Disney que beaucoup de personnes connaissent, avec le passage de L'île aux enfants, où en fait tu as l'impression que la jeunesse de ce monde, elle est vraiment livrée à elle-même, en dehors des heures de classe, à faire toutes les dingueries possibles et imaginables. Ce qui me fait beaucoup penser à L'île aux enfants, où t'as les enfants qui ont toutes les permissions. Donc casser des trucs, boire, fumer, faire la fête, manger toutes les sucreries qu'ils veulent, sans aucune supervision, mais à leur risque et péril. Alors que ici, en fait, c'est une méthode pour garder le contrôle sur la population, faire en sorte qu'ils ne réfléchissent pas et que tout le monde soit logé à la même enseigne en cas de faute. Et le deuxième film auquel je pensais, alors malheureusement j'ai plus le titre, c'est un film de science-fiction qui n'a pas eu un retentissement incroyable, et en fait où la protagoniste me fait beaucoup penser à Clarisse, et où justement dans une scène au début du film, elle intervient beaucoup dans les cours qui ont lieu, et pose des questions que les profs, auxquelles les profs ne s'attendent pas à devoir répondre, via une sorte de clairvoyance candide où elle se pose des questions et elle s'attend à ce qu'il y ait des réponses, mais personne n'est en mesure de les lui donner. Ensuite, il y a aussi le règlement des pompiers que je trouve vraiment très succinct et assez représentatif de la société que dépeint Fahrenheit 451. Fondé en 1790 pour brûler les livres d'obédience anglaise dans les colonies, premier pompier Benjamin Franklin. Règlement 1. Répondre promptement à l'appel. 2. Mettre le feu promptement. 3. Tout brûler. 4. Revenir immédiatement à la caserne et faire son rapport. 5. Rester en état d'alerte dans l'éventualité d'un autre appel. C'est vraiment très succinct comme règlement. On peut se mettre d'accord là-dessus. Ensuite, il y a quelque chose que je trouve vraiment très intéressant dans ce livre. C'est tout ce qui est lié à la mémoire, qui est représenté par les livres, dans le sens où la plupart des personnes dans ce monde ont vraiment aucune mémoire. Et c'est vraiment terrifiant dans ce dialogue que Montag a avec sa femme, Minnie, qui elle est vraiment le produit le plus pur de cette civilisation qui est abrutie au possible à tout ce qui peut être abrutissant et fourni par la société. Donc je vous lis ça. Minnie, dit-il à voix basse. Quoi? Excuse-moi de te déranger, je voudrais seulement savoir. Oui. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Et où? Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Pour quoi faire? Je veux dire, pour la première fois. Il savait qu'elle devait froncer les sourcils dans le noir, il précisa sa pensée. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était où et quand? Eh bien, c'était à... Elle s'interrompit. Je ne sais pas, dit-elle. Il était frigorifié. Tu ne t'en souviens pas? Ça fait tellement longtemps. 10 ans seulement, c'est tout, 10 ans. Ne t'énerve pas, j'essaie de réfléchir. Elle laissa échapper un petit rire bizarre, de plus en plus aigu. Ça, c'est drôle de ne pas se rappeler ni où, ni quand on a rencontré son mari ou sa femme. Il était là à se masser lentement les paupières, le front, la nuque, les poings sur les yeux. Il accentua régulièrement sa pression comme pour forcer ses souvenirs à se remettre en place. Il lui importait soudain plus que toute autre chose au monde de savoir où il avait rencontré Mildred.
Bon, ce n'est pas grave. Donc ouais, je trouve ça vraiment ce passage terrifiant, dans le sens où tu peux tellement occuper le cerveau des gens au point où un mari et une femme, après 10 ans de mariage, sont incapables de se souvenir de où et de quand ils se sont rencontrés. Moi, je trouve ça vraiment terrifiant comme vision. Et ensuite vient un de mes passages préférés de ce livre, qui sont les dialogues entre Montag et le capitaine Beatty, qui est donc son supérieur au sein de la caserne des pompiers, qui lui semble vraiment 100% lucide sur le système qui est mis en place, qui a beaucoup de réponses. Il semble être vraiment un lettré avant d'avoir été pompier. Et donc on sent une personnalité complexe cachée derrière ce pompier qui, au fond, je pense il aurait vraiment aimé faire un autre travail, mais qui est bloqué dans la société qu'il a créée, tout en faisant l'apologie. C'est, je pense pour moi, un des personnages les plus complexes et intéressants à analyser de cette œuvre-là. À petits coups, Beatty vida sa pipe dans le creux de sa main rose, examina les cendres comme si c'était là un symbole à diagnostiquer et à déchiffrer. Il faut que vous compreniez que notre civilisation est si vaste que nous ne pouvons nous permettre d'inquiéter et de déranger nos minorités. Posez-vous la question, qu'est-ce que nous désirons par-dessus tout dans ce pays? Les gens veulent être heureux, d'accord. N'avez-vous pas entendu cette chanson toute votre vie? Je veux être heureux, disent les gens. Eh bien, ne le sont-ils pas? Ne veillons-nous pas à ce qu'ils soient toujours en mouvement, à ce qu'ils aient des distractions? Nous ne vivons que pour ça, non, pour le plaisir, l'excitation. Et vous devez admettre que notre culture fournit tout ça à foison. Oui. Montag lisait sur les lèvres de Mildred ce qu'elle était en train de dire depuis le seuil. Il s'efforça de ne pas regarder sa bouche, car Beatty risquait de se tourner et de lire lui aussi les mots qu'elle prononçait. Les Noirs n'aiment pas Little Black Sambo? Brûlons-le. La case de l'oncle Tom met les Blancs mal à l'aise? Brûlons-le. Quelqu'un a écrit un livre sur le tabac et le cancer des poumons? Les fumeurs pleurnichent? Brûlons le livre. La sérénité, Montag, la paix, Montag, à la porte les querelles, ou mieux encore dans l'incinérateur. Les enterrements sont tristes et païens, éliminons-les également. 5 minutes après la mort, une personne est en route vers la grande cheminée, les incinérateurs desservis par hélicoptère dans tout le pays. 10 minutes après sa mort, l'homme n'est plus qu'un grain de poussière noire. N'épiloguons pas sur les individus à coups de mémoriam. Oublions-les, brûlons tout. Le feu est clair, le feu est propre. Là, tu vois bien tout le nihilisme que cette civilisation a créé dans ce livre. Donc, en gros, si on veut schématiser dans l'ordre de ce que dit Beatty, c'est que la société fournit des distractions pour que les hommes soient heureux et qu'ils n'aient rien d'autre à faire de leur journée à part être distraits, donc complètement manipulables et influençables. Et pour les personnes qui viendraient contredire ça, en gros, il faut supprimer la source de la confrontation. Donc là, présentement, les livres. C'est-à-dire, il y a un livre qui est problématique, bon, on brûle. Et ça s'étend aussi à la mort des individus. Dès qu'un individu meurt, au lieu de vraiment traiter l'affaire avec tous les égards dus à la personne de son vivant, non, c'est en 5 minutes, la personne est brûlée et il n'y a plus aucune trace d'elle après ça. Parce que après avoir supprimé la mémoire contenue dans les livres, on supprime aussi la mémoire des personnes du même coup. Les personnes dans cette société deviennent des sortes de coquilles vides, ce qui fait que après leur mort, il n'en reste plus rien. Ça rejoint un petit peu une forme de condamnation dont j'ai plus le nom, mais qui consistait à complètement rayer une personne de l'histoire. Là, en fait, c'est un fait établi et pleinement consenti de la part des personnes. C'est le fait de exister, puis après de ne plus exister, et même que son existence ne soit même plus remarquée. On continue aussi avec un autre monologue de Beatty, qui est tout aussi intéressant. Heureusement, les toqués dans son genre sont rares. Donc là, il parle du cas de Clarisse. À présent, on sait comment les étouffer dans l'œuf. On ne peut pas construire une maison sans clous ni bois. Si vous ne voulez pas que la maison soit construite, cachez les clous et le bois. Si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant 2 points de vue sur une question. Proposez-lui-en un seul. Mieux encore, ne lui en proposez aucun, qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. Si le gouvernement est inefficace, pesant, gourmand en matière d'impôts, cela vaut mieux que d'embêter les gens avec ça. La paix, Montag. Proposez les concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires, du nom de la capitale de tel ou tel état ou de la quantité de maïs récolté dans l'Iowa l'année précédente. Bourrez les gens de faits
incombustibles, gorgés de faits, qu'ils se sentent gavés, mais absolument brillants côté information. Ils auront alors l'impression de penser. Ils auront le sentiment du mouvement, tout en faisant du surplace, et ils seront heureux parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie, tout homme capable de démonter un télécran mural et de le remonter, et la plupart des hommes en sont aujourd'hui capables, est plus heureux que celui qui essaie de jouer de la règle à calcul, de mesurer et de mettre l'univers en équation. Ce qui ne peut se faire sans que l'homme se sente solitaire et ravalé au rang de la bête. Je le sais, j'ai essayé. Au diable tout ça. Alors place au club et aux soirées entre amis, aux acrobates, aux prestidigitateurs, aux casse-cou, jet-cars, motogires, au sexe et à l'héroïne. À tout ce qui ne suppose que des réflexes automatiques. Si la pièce est mauvaise, si le film ne raconte rien, si la représentation est dépourvue d'intérêt, collez-moi une dose massive de térémine. Je me croirais sensible au spectacle alors qu'il ne s'agira que d'une réaction tactile aux vibrations. Mais je m'en fiche, tout ce que je réclame, c'est de la distraction. Donc un autre aspect de cette société, c'est vraiment que le fait de flouer, que le fait de flouder les personnes d'informations et d'informations inutiles ne laisse aucune place à la réflexion. Et d'ailleurs, son BT et le système par extension, il n'est pas essentiel pour les hommes de réfléchir, de se forger des avis. Il leur est juste nécessaire de vivre et d'être heureux. Donc un thème qui d'ailleurs rejoint beaucoup, maintenant que j'y pense, l'ambition de Caligula, mais dans un tout autre registre. On voit aussi que Ray Bradbury préchote beaucoup d'émissions télévisées. Je pense notamment à N'oubliez pas les paroles ou Question pour un champion. Les 12 coups de midi via l'extrait qu'on vient de voir. Et donc ouais, tout ça c'est très intéressant et même représentatif de notre société actuelle dans une certaine mesure. Ensuite, concernant la superficialité de la société, on va voir aussi la politique telle qu'elle est dépeinte. Et encore, politique, faut le dire vite, parce que je pense qu'on peut s'en rendre compte un petit peu avec la démocratie telle qu'elle est présente de nos jours, qui a tendance à bien plus tourner vers un simple concours de popularité que de véritables élections ou quelque chose comme ça. Et c'est encore plus explicité ici, dans l'extrait que je vais vous dire avec Mildred et ses amis qui regardent une émission qui va tenter de parler de politique. Mildred resta un moment tranquille, puis, voyant Montag toujours debout sur le seuil, battit des mains. Et si nous parlions politique pour faire plaisir à Guy? Bonne idée, dit Madame Bowles. J'ai voté aux dernières élections, comme tout le monde, et je n'ai pas caché que c'était pour le président de Noble. Je crois que c'est un des plus beaux présidents que nous ayons jamais eu. Il faut dire que celui qu'il présentait contre lui, ça, il n'avait rien de terrible. Le genre court sur pattes, aucun charme, l'air de ne pas savoir se raser ni se coiffer correctement. Quelle idée ont eu les autres de le présenter? On ne présente pas un nabot pareil contre un grand gaillard, en plus. En plus, il parlait entre ses dents la moitié du temps. Je n'entendais pas un mot de ce qu'il disait, et les mots que j'entendais, je ne les comprenais pas. Et bedonnant avec ça, et pas fichu de s'habiller de façon à dissimuler son embonpoint, pas étonnant que Winston Noble ait remporté une victoire écrasante. Même leurs noms ont joué. Comparez 10 secondes. Winston Noble et Hubert Hogg. Hogg qui fait penser à hog, donc porc en anglais. Et vous pouvez presque prévoir les résultats. Bon sang, s'écria Montag. Qu'est-ce que vous savez de Hogg et de Noble? Eh bien, ils étaient sur ce mur, il y a de cela 6 mois. Il y en avait un qui n'arrêtait pas de se curer le nez, ça me mettait hors de moi. Voyons, monsieur Montag, dit madame Phelps, voudriez-vous que nous votions pour un type pareil? Donc voilà, en gros, la seule chose que les personnes savent de la politique, c'est que tu as un concurrent qui est laid et un autre qui est beau gosse. Donc on vote pour celui qui est beau. Voilà, la démocratie dans toute sa splendeur, hein. Et toute cette propagande, tout l'univers qui a été dépeint, va beaucoup servir aussi dans la conclusion de l'histoire, avec Montag qui, de par... enfin, je pense que c'est pas un mystère si je vous dis qu'il va devenir une sorte de rebelle. Après sa rébellion, il va finir pourchassé, et cela va se matérialiser via une traque où les habitants vont se rendre complices via le gouvernement de sa traque. La police invite toute la population du secteur d'Elm Terrace à procéder comme suit. Que dans chaque rue, chaque habitant de chaque maison ouvre sa porte côté rue ou côté jardin ou regarde à ses fenêtres. Le fugitif ne peut s'échapper
si chacun regarde dehors dans la minute qui suit. Prêt? Évidemment. Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? Pourquoi depuis le temps ne s'était-il jamais essayé à ce petit jeu? Tout le monde debout, tout le monde dehors. On ne pouvait pas le rater, le seul individu à courir dans la ville plongé dans la nuit, le seul à mettre ses jambes à l'épreuve. Ouais. Là, en gros, Montag, il se rend compte que, à la fois, le gouvernement a complètement le pouvoir de faire en sorte que les habitants agissent comme un seul homme, puisqu'ils ont complètement endoctriné la société. Ça fait que la masse est devenue une entité manipulable à leur propre fin. Et comment tu veux échapper à un millier de perdus qui te cherchent? C'est vraiment quelque chose de tordu, mais très bien mis en place. Et on arrive doucement à la conclusion du livre. Donc dans le livre, le feu, comme ça a été dit au début, est vu déjà comme une entité destructrice de savoir. Et la perception du feu de Montag va se trouver changer au fur et à mesure de tout ce qui va lui arriver. Et vers la fin du livre, il va y avoir deux états bien plus positifs de la manière de voir le feu qui vont correspondre à l'état d'esprit de Montag. Donc tout d'abord, lorsqu'il va rencontrer une société de réfugiés qui se sont extraits du système. Le feu disparut, puis redevint visible à la façon d'un clin d'œil. Il s'arrêta, craignant de l'éteindre par son seul souffle. Mais il était bien là, et il s'en approcha précautionneusement d'aussi loin qu'il le voyait. Il lui fallut un bon quart d'heure pour se retrouver vraiment à proximité des flammes, et il resta là à les observer depuis le couvert, ce frémissement, la conjugaison du blanc et du rouge. C'était un feu étrange parce qu'il prenait pour lui une signification différente. Il ne brûlait pas, il réchauffait. Donc voilà, ça c'est le premier extrait. Et le deuxième, après avoir fait un rapprochement avec l'animal mythologique de la salamandre pour les pompiers, ici on a un rapprochement avec un autre animal mythologique lié au feu. Et bon, je pense que c'était assez évident de le mettre en avant dans un livre où le feu prend une place aussi importante. C'est le phénix. Il y avait autrefois, bien avant le Christ, une espèce d'oiseau stupide, appelé le phénix. Tous les 100 ans, il dressait un bûcher et s'y immolait. Ce devait être le premier cousin de l'homme, mais chaque fois qu'il se brûlait, il ressurgissait de ses cendres, renaissait à la vie. Et on dirait que nous sommes en train d'en faire autant, sans arrêt. Mais avec un méchant avantage sur le phénix. Nous avons conscience de l'énorme bêtise que nous venons de faire, conscience de toutes les bêtises que nous avons faites durant un millier d'années, et tant que nous en aurons conscience et qu'il y aura autour de nous de quoi nous les rappeler, nous cesserons un jour de dresser ces maudits bûchers funéraires pour nous jeter dedans. À chaque génération, nous trouvons un peu plus de monde qui se souvient. Donc voilà un beau symbole pour clôturer ce livre. Donc je le répète, pour moi, c'est vraiment le livre le plus important que je vous recommande de lire depuis le début de ce podcast par tous les messages qu'il met en avant. Tous les red flags un petit peu que l'on peut donner à notre société contemporaine. Pour ça, je pense que c'est un livre incontournable et qu'il faut avoir lu. Surtout que pour un classique, il a un style assez poétique et très abordable, franchement, je dirais. Donc pour poursuivre, si vous avez regardé le dernier podcast, je vais vous dire les livres qui partent de mon top 10 de l'année. Donc il y en a 3, puisque avec les 3 livres du mois, ça fait que j'ai lu 13 livres dans cette année. Donc voici les 3 livres qui quittent mon top 10 des livres de l'année. Contes du monde, Les animaux du bord de mer et 350 citations indispensables. Si vous êtes bien attentif, vous avez vu que mes 3 livres du mois ont rejoint mon top 10 de l'année. Donc ça a été globalement un bon mois de lecture. Ainsi, nous touchons à la fin de ce podcast. Donc je vous invite à suivre un petit peu l'actualité sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn. Donc tout ce qui concerne les futurs projets à suivre sur YouTube. Je continue de bosser sur le projet Bourges 2028, ainsi que avec l'association ludologique sur d'autres activités. Et donc moi, en attendant, je vous dis bonne continuation à tous et à toutes, et à bientôt pour un prochain épisode du podcast Tête à Texte.